Aujourd'hui, tu peux avoir un micro, une caméra, ton téléphone et commencer à vivre de ta passion. Et je pense que c'est assez dommage que les gens le voient un petit peu de façon négative parce que si tu aimes ce que tu fais et que tu es passionné par un domaine et que tu aimes le fait d'aider d'autres personnes à se développer et en apprendre plus sur ce domaine-là, tu as le droit d'en vivre, tout simplement. Tu as le droit d'être rémunéré pour ton travail, tu as le droit de poursuivre donc ton rêve, de continuer à créer ce contenu-là, d'en vivre, d'avoir la liberté de ton temps, d'avoir la liberté de ce que tu fais. Il n'y a aucune culpabilité à avoir à ce niveau-là, quoi. Bonjour et bienvenue sur Les Nouvelles Voix, le podcast où je vous partage mes tips, outils et astuces pour créer, lancer et développer votre podcast. Je suis Anastasia De Santis, la fondatrice de Studio Storia. Je suis coach, formatrice et productrice podcast et je suis maman de 3 adorables podcasts. Avec Studio Storia, j'aide les indépendants à utiliser le podcast pour faire entendre leur voix et comme un vrai outil de communication pour leur entreprise. Vous avez un projet de podcast en tête depuis longtemps et vous n'osez pas le concrétiser. Votre podcast est déjà en ligne mais vous êtes déçu des résultats. Alors tendez bien l'oreille. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram @StudioStoria pour échanger avec moi sur les retours de ce podcast ou tout simplement découvrir un peu plus mon univers ou mes offres de formation. Monétiser son podcast, quel podcasteur n'y a jamais pensé ? Créer et développer un podcast, ça prend du temps, beaucoup de temps. Or, comme tout le monde, nous n'avons que 24 heures par jour à disposition. Et on a beau adorer notre podcast, la question du temps qu'on y passe finit toujours par arriver sur la table. Et monétiser son podcast n'est pas une mince affaire. Par quoi commencer ? À qui s'adresser ? Comment contacter les marques ? Créer des partenariats ? Dans cet épisode, j'échange avec Marie-Ange, la fondatrice de Loudly, une plateforme qui permet aux podcasteurs de monétiser leur podcast via de la publicité. Alors, si vous avez envie de monétiser votre podcast simplement, allez jeter un œil sur son site, mais avant tout, écoutez bien notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Marie-Ange! Bonjour Anastasia! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Les Nouvelles Voix. Je suis vraiment ravie de te recevoir ici. Donc Marie-Ange, tu es la cofondatrice de Loudly. Donc Loudly, tout à fait. Loudly, c'est la première plateforme automatisée qui permet aux marques de collaborer avec les créateurs de contenu, principalement les podcasteurs. Donc tu as commencé avec les podcasteurs, mais aujourd'hui, tu vas nous en parler, tu as aussi des blogueurs ou des créateurs de newsletters. Et le but, c'est de co-créer en fait des publicités ultra efficaces et impactantes. Est-ce que c'est bien ça ? C'est tout à fait ça, très bien résumé. J'ai bien fait mes recherches. C'est ça. Alors, avant de nous parler un peu plus de Loudly, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur toi, sur ton parcours, te présenter, qui es-tu ? Oui, alors j'ai un parcours assez éclectique. J'ai commencé mes études en droit. Je me rappelle que j'ai eu un professeur de droit des affaires qui était lui-même entrepreneur et qui nous parlait de ses expériences et ça m'a donné envie de me lancer. Je me suis dit, ça y est, c'est le truc qui me parle le plus. J'ai fait avant ça plein de choses. J'arrivais pas vraiment à me trouver. J'ai fait de l'immobilier pendant que j'étais dans mes études de droit. Ah oui. J'ai fait de la vente. J'aimais pas être en cours, donc je cherchais toujours des trucs à faire à côté. Et bref, quand j'ai commencé à créer ma première boîte, je me suis dit voilà, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Ma première boîte a malheureusement fermé. C'était quoi cette première boîte ? Alors, c'était aussi une plateforme de mise en relation. Ouais. À l'époque, j'avais donc 3 associés. On était un petit peu jeunes. On a fait toutes les erreurs qu'il fallait faire et donc le projet a malheureusement s'est arrêté à cause de ça, à cause un petit peu de notre manque d'expérience et aussi des conflits entre associés en général. C'est pour ça que les entreprises ferment. Mais voilà. Après la fermeture donc de ce projet-là, j'étais à l'époque aux États-Unis parce que suite à mes études de droit et le fait que je voulais lancer mon entreprise, j'ai décidé de partir à San Francisco, qui est un petit peu le cœur de la Silicon Valley, pour me remplir d'expérience et faire un master. J'ai trouvé un master là-bas qui se faisait en 1 an. Et donc, vu que je détestais les cours, je me rappelle, je venais juste d'avoir mon bachelor. Je me suis dit, je veux finir le plus vite possible. Donc, je suis partie là-bas pour faire mon master en 1 an. Et j'ai commencé à bosser là-bas également en tant que marketing manager, donc dans le domaine du marketing. Je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir quand même de l'expérience, vu que mon projet à l'époque était en train de foirer à cause de mon manque d'expérience.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter des podcasts d'ailleurs, vu que là-bas Donc aux États-Unis, c'est beaucoup ouais, podcast c'est beaucoup américain, plus quoi. développé. Voilà. Des podcasts dans le domaine, voilà, du marketing parce que je venais commencer à bosser dedans, je voulais me former, apprendre, le plus possible et j'ai commencé à écouter donc des podcasts qui, recommandaient des produits que je commençais à recommander dans mon entreprise à ma boss et donc je me suis dit: «Il y a un truc qui se passe là». La publicité a de l'influence sur moi. Voilà, c'est ça. Non seulement j'avais donc bien sûr, une influence en termes de mon travail était beaucoup plus quali grâce aux astuces que j'apprenais, j'ai quand même appris plein de choses qui m'ont servi, mais en plus de ça aussi, donc j'ai remarqué, vu que je suis dans le marketing, que j'achetais grâce aux Et que tu publicités aussi recommandais aussi, ouais. et que je recommandais, voilà. Et donc, c'est un petit peu là que l'idée a un petit peu débuté et au fur et à mesure, j'ai décidé de rentrer en France parce que j'en ai eu marre de rester aux États-Unis et je voulais revenir ici. Et j'ai fermé ma première boîte et quelques temps après, voilà, j'ai eu envie de me lancer, sur le projet à fond avec Loudly. OK. Et est-ce que tu peux donc nous reparler un peu de Loudly, nous dire ce que c'est? Même si je l'ai un peu expliqué, mais avec tes mots. Et comment est-ce que ce projet du coup est né, concrètement une fois que tu es rentrée en France? Alors une fois que je suis rentrée en France, déjà j'ai commencé à écouter des podcasts français, et j'ai tout de suite, vu la différence entre les podcasts français et les podcasts américains qui sont de grosses productions bien sûr avec des équipes entières, c'est des vraies entreprises les podcasts américains Alors qu'en et donc France, j'ai commencé un c'est encore petit plus peu artisanal, c'est ça? C'est c'est un petit peu plus ouais. artisanal encore, ouais. Et il y a surtout moins de moyens qui sont investis. Donc Mmh. c'est ce que j'ai tout de suite compris, et j'en ai parlé un petit peu autour de moi. J'ai été référée à 2-3 contacts, d'amis qui, eux, avaient lancé leur podcast et j'en ai discuté avec eux. Et effectivement, le sujet de la monétisation est tout de suite venu. Et donc forcément, vu qu'il y a moins de moyens qui étaient investis dans les podcasts en France, il y avait moins d'argent ils étaient moins financés de façon générale. Ils passaient moins de temps à travailler leur univers audio, à engager des équipes pour écrire ou voilà, à communiquer de façon exceptionnelle. Donc il y avait plein de trucs un petit peu qui manquaient comparé aux États-Unis. Et j'ai discuté de mon côté avec des marques qui, elles, me disaient qu'elles avaient du mal à trouver les podcasts de leur domaine en Mmh. tapant, je sais pas, si je suis une boîte marketing et que je tape marketing, je vais tomber sur des épisodes qui parlent de marketing, des podcasts marketing, mais c'est pas vraiment précis quand on tape sur Apple Podcast ou Ouais. sur Deezer des mots-clés. Et ensuite, c'est pas comme sur Instagram où en allant sur un profil, on voit le nombre de followers et le nombre de likes. Quand on va sur le profil d'un podcast, on a du mal à savoir un petit peu combien il pèse, en gros. S'il fait des écoutes, s'il a une communauté engagée, on le sait pas. Et donc voilà, c'était la problématique des marques et les créateurs, eux, bien sûr, ils passent des heures à créer leur contenu, c'est beaucoup de travail, qu'ils prennent donc du temps qu'ils prennent sur leur temps de travail parfois, sur leur Tout temps à de fait. famille. C'est un investissement d'acheter des micros, les logiciels. Donc, bien sûr, ils étaient intéressés pour monétiser, pour se rembourser un petit peu et réinvestir un petit peu aussi pour augmenter la qualité de leur contenu. Et donc voilà, le problème était cerné, pardon. Et c'est comme ça que m'est venue l'envie du coup de créer Loudly suite à mon retour après avoir posé un petit peu des questions autour de moi. Ouais, d'avoir testé un peu le marché et du coup, tu t'es lancée, je Voilà. crois, avec un associé également, hein, c'est ça? Alors, ça c'est une grande histoire. Au début, je me suis lancée toute seule D'accord. parce que du coup, j'avais fait l'erreur dans le passé de tout de suite chercher des associés parce que sûrement aussi un peu le syndrome de l'imposteur. On se dit: «J'y Mmh. arriverai pas toute seule». Ouais. Ça avait pas très bien marché, donc là, je me suis dit: «Tant que j'ai pas de validation du marché, je vais pas chercher d'associés. Je vais juste tester l'idée, voir si ça marche, voir si ça plaît». Et effectivement, j'ai eu mes premiers milliers d'euros de campagne comme ça avec des marques, juste avec un Typeform, un site internet Wix et quelques Mmh. automations. Donc ça m'a prouvé qu'il y avait des marques effectivement qui étaient intéressées et que les collaborations étaient possibles. Et c'est suite à ça que j'ai cherché un associé. J'ai trouvé donc mon associé avec qui on a travaillé plusieurs mois. Malheureusement, pour des raisons personnelles, il a dû du coup quitter le projet D'accord, OK. l'été dernier. Et donc, j'ai eu un gros doute sur le fait que j'allais continuer ou pas parce que la plateforme était totalement codée.
Donc voilà, j'ai eu un beau parcours depuis. J'ai continué toute seule. Donc aujourd'hui, je suis solo founder. On D'accord. a retravaillé la plateforme, on l'a relancée de façon à améliorer un petit peu tous les retours qu'on a eus, à la rendre beaucoup plus esthétique et efficace. On l'a relancée début janvier. Et aujourd'hui, donc, tu t'adresses plus seulement aux podcasteurs, mais blogueurs et créateurs de newsletters. C'est ça, parce qu'au début, donc, c'était que les podcasts qu'on faisait. Et justement, l'été dernier aussi, au moment où mon associé avait décidé d'arrêter, j'étais allée prendre un verre avec une amie qui est une newsletter qui marche super bien dans le domaine de la crypto. Et Ouais. c'est elle qui m'a dit, Marie-Ange, est-ce que tu peux faire la même chose pour les newsletters? S'il te plaît. Et voilà, s'il te plaît. Et là, je me suis dit, mais effectivement, il y a un besoin. Je me suis renseignée un petit peu plus autour de moi aussi. Il y avait un gros besoin au niveau des créateurs de newsletters et la problématique était la même dans le sens où les marques veulent les sponsoriser, mais elles n'ont pas les infos dont elles ont besoin, pardon, pour financer ces médias-là. Parce que, pareil, pour les newsletters, on ne sait pas combien de personnes sont abonnées. On ne sait pas si la communauté est engagée. En général, on ne peut même pas voir les emails juste avec le nom de la newsletter. Donc, il y a quand même il y a un côté assez opaque qui fait que les marques avaient un petit peu de mal à sauter le pas. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. Et On se diversifie. voilà. Et au final, j'ai quand même aujourd'hui ce qui me motive énormément dans tout ça, c'est je me rends compte que j'aide des gens à potentiellement vivre de leur passion. Et donc c'est quand même super excitant chaque mois, chaque semaine de voir des créateurs toucher de l'argent grâce à la plateforme que j'ai créée. Bah, clairement, il y a un vrai besoin, hein. Le sujet de la monétisation, c'est un des premiers sujets qui vient sur Ouais. sur le tapis quand on parle à des podcasteurs, parce qu'on se rend très vite compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui prend tellement de temps. Tu le disais, c'est du temps sur sa vie perso, sur son travail, etc. Et c'est pour ça que souvent les personnes arrêtent au bout de quelques épisodes parce que ils peuvent pas en fait continuer à investir ce temps, le prendre d'ailleurs. Et si effectivement il y a monétisation, il y a possibilité de déléguer certaines tâches et donc de continuer ce projet. Effectivement, c'est un vrai besoin. Totalement. Et quand on parle justement de monétiser un podcast, il y a plusieurs options pour monétiser ce podcast. On entend souvent parler de la publicité et en général, on parle donc de publicité programmatique. Donc c'est ce que tu fais. Alors, pas vraiment. Il y a 3 façons de monétiser en général le podcast. Donc, il y a le placement publicitaire. Donc, c'est ce qu'on entend en général en début, milieu ou fin d'épisode, le petit message d'1 minute. Il y a l'épisode sponsorisé. Donc, par exemple, si c'est un podcast sur l'histoire et que la marque, c'est une marque de culottes menstruelles, le podcast peut faire un épisode sur les règles à travers l'histoire et également placer la marque. C'est un exemple. Il y a également les saisons sponsorisées. Donc là, c'est la marque qui va sponsoriser toute une saison. Podcast, co-créer du contenu avec le podcast, avoir des placements publicitaires qui sont faits au début d'épisode, créer Donc voilà, c'est un truc beaucoup plus gros. Concernant le placement publicitaire, il y a effectivement le placement publicitaire programmatique et celui qu'on appelle host read, donc lu par le créateur. Et nous, on fait que du host read. Pourquoi? Parce que la programmatique, la marque qui enregistre son propre message en studio, qui ensuite le donne à un créateur qui, lui, va le diffuser sur son podcast. En général, elles sont même pas en contact avec les créateurs, c'est via des plateformes que ça se fait. Et le message est directement diffusé sur plein de podcasts. Il y a un petit peu une limite à ça, c'est que les créateurs contrôlent un petit peu moins les publicités qui sont postées sur leur podcast. Et donc, c'est un petit peu le retour que j'ai eu, que ça plaisait pas trop. J'ai notamment eu quelqu'un qui avait un podcast qui parle d'écologie, qui s'est retrouvé avec des publicités Air France. Donc, voilà un petit peu. C'est vraiment l'exemple type de ce qui peut arriver, qu'on n'a pas envie d'arriver, qui arrive, quoi. Voilà. Et moi, je suis quand même, donc je suis un peu tombée dans la marmite du podcast. À l'époque, j'en écoutais jusqu'à 10 heures par semaine, un petit peu moins en ce moment, vu que je suis quand même assez chargée niveau travail. Quand t'es dedans. Voilà. Mais du coup, je suis une fan du podcast et je voulais pas contribuer à altérer le média, à le rendre moins qualitatif ou
ou un peu, désolée du mot, mais un peu chiant dans le sens où voilà, tu pas envie d'écouter certains messages, ils sont Ouais. mal faits. J'ai pris la décision dès le début de partir sur, les publicités au street. Pourquoi? Parce que du coup, le créateur peut vraiment adapter le message à son propre ton de voix, à sa propre ligne éditoriale. Il s'adapte à sa communauté et peut justement créer le message avec la marque. Ouais, super, super intéressant en tout cas. Parce que moi, j'avais pas forcément compris que c'était. Bon, bah, j'ai mal fait mon travail, mais pour moi, c'était de la pub programmatique, donc c'est très très bien que tu l'expliques, parce que pour le coup, je trouve que c'est ouais hyper intéressant. Et du coup, comment ça marche pour un podcasteur concrètement qui aimerait voilà avoir de la publicité sur son podcast? Il se rend sur le site. Après, comment ça marche concrètement la plateforme? Disons que je suis un podcast, donc je m'inscris sur la plateforme. Depuis la plateforme, je peux ajouter plusieurs médias. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs podcasteurs qui ne créent pas qu'un, mais qui créent plusieurs podcasts ou qui ont aussi des newsletters ou des blogs qui souhaitent monétiser. Donc depuis la plateforme, avec un seul profil, on peut monétiser plusieurs différents médias. Donc quand on entre qu'on crée donc le profil de son podcast, on y ajoute toutes les informations liées au podcast, au nombre d'écoutes, à la typologie de l'audience. Et une fois que toutes ces infos sont rentrées, le podcast devient visible du côté des marques. Donc là, il y a deux solutions. Soit le créateur peut lui-même déjà accéder, puis l'espace de recherche, à toutes les marques de son domaine qui Super. sont inscrites sur la plateforme et leur envoyer ce qu'on appelle des clins d'œil pour un notier voilà, qui sont intéressés pour collaborer avec elle. Et de l'autre côté, la marque peut aussi donc tout simplement contacter les créateurs avec qui elle souhaite collaborer et les créateurs ensuite peuvent leur faire des propositions, donc un peu comme des devis, en disant voilà ce que je peux faire pour toi à telle date et de telle façon. D'accord. Et ça, est-ce que toi, tu as justement pas la main, mais est-ce que tu accompagnes là-dessus le créateur? Parce que le podcasteur n'est pas forcément un marketeur et c'est parfois un peu difficile justement de savoir quel tarif je vais proposer, l'offre que je vais proposer, comment est-ce que je vais mettre en avant justement mon podcast. Est-ce que toi, tu accompagnes là-dessus le créateur de contenu? Alors aujourd'hui, on a essayé de créer plein de contenus Ouais. en ligne. On a notamment récemment créé donc un template de monétisation avec 12 façons de monétiser son podcast, sa newsletter et son blog, avec les moyennes du marché et des idées de monétisation. Et donc ça, c'est accessible aux personnes qui sont dans la communauté. Et ouais, on essaie du mieux possible d'aider. En général, j'ai peu de messages de la part des créateurs qui me posent des questions, mais quand on me contacte, je réponds toujours et j'essaie d'aider le plus possible. Mais c'est un très bon point, effectivement. Ça manque un petit peu d'éducation à ce niveau-là et d'infos. Les gens ont un peu du mal souvent à se situer et à savoir s'ils sont monétisables ou pas. C'est ça. C'est surtout là que je vois un petit peu le souci. Il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui sait juste pas comment commencer et il y a celle qui s'en croit pas capable. Donc, Tout à fait. le petit côté aussi, Exactement. syndrome de l'imposteur. Complètement, ouais. Qui a un petit peu peur aussi d'être vue comme une personne, voilà, qui veut de l'argent à tout prix, qui essaie de se servir de sa communauté. Donc, il y a un petit peu ce côté-là où la personne a peur de paraître malveillant. Ça, c'est super intéressant. Que j'ai l'impression que c'est très français, toi qui étais aux États-Unis, est-ce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc où on a l'impression de dire oh non, l'argent c'est mal et du coup si je gagne de l'argent, c'est même pas gagner de l'argent, c'est rembourser parfois juste ses frais. C'est mal quoi, il faudrait le faire dans la générosité la plus complète. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Déjà en France, je crois qu'il y a un petit peu une vision très négative du mot influenceur en général. Donc personne ne veut devenir un influenceur entre guillemets. Donc influenceur par là, on veut dire quelqu'un qui monétise donc via son contenu et qui a un impact sur sa communauté, recommande des choses à sa communauté. Je pense que c'est quand même vachement dommage. Je donne l'exemple à chaque fois. Je trouve qu'on est quand même dans une période assez extraordinaire. Je donne l'exemple de nos grands-mères à l'époque. Si elles voulaient être fleuristes, elles aimaient les fleurs, pardon, elles avaient une passion pour les fleurs et devaient créer donc une petite boutique et devenir fleuriste. Nos parents, eux, ils ont déjà eu un petit peu plus l'accès à l'entrepreneuriat et au freelancing. Donc, ils pouvaient, par exemple, remplacer les fleurs de clients chez eux tous les mois. Donc, il y avait un petit peu déjà plus de liberté. Et aujourd'hui, nous, notre génération, si tu es passionné de fleurs, tu peux créer une chaîne YouTube, montrer comment faire des arrangements de fleurs. Tu peux créer un podcast sur les fleurs. Tu peux créer une newsletter sur les fleurs et en vivre.
Ce qui aurait été un rêve fou pour nos grands-parents de se dire j'ai pas besoin de sortir chez moi, j'ai pas besoin de faire des investissements dans une boutique, dans du matériel pour vivre de ma passion. Aujourd'hui, tu peux avoir un micro, une caméra, ton téléphone et commencer à vivre de ta passion. Et je pense que c'est assez dommage que les gens le voient un petit peu de façon négative parce que si tu aimes ce que tu fais et que tu es passionné par un domaine et que tu aimes le fait d'aider d'autres personnes à se développer et en apprendre plus sur ce domaine-là, tu as le droit d'en vivre, tout simplement. Tu as le droit d'être rémunéré pour ton travail et tu as le droit de poursuivre donc ton rêve de continuer à créer ce contenu-là, d'en vivre, d'avoir la liberté de ton temps, d'avoir la liberté de ce que tu fais. Et il n'y a aucune culpabilité à avoir à ce niveau-là, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment en vivre? Il y a quand même très peu de podcasteurs qui vraiment vivent uniquement de leur podcast. En général, il y a d'autres éléments autour de ça. Totalement. Il y a d'autres éléments. Déjà, ce que je vois, c'est que les podcasteurs, donc il y a de ceux qui en vivent ou qui génèrent plusieurs milliers d'euros par mois. Il y a deux typologies. Je dirais même peut-être trois typologies. Donc, la première typologie, c'est quelqu'un qui a une grande communauté. Donc, forcément, si tu fais des centaines de milliers d'écoutes par mois, une campagne par mois, c'est déjà plusieurs milliers d'euros si tu te situes aux alentours de, je sais pas, 35, 45 euros du coup par millier. Ensuite, il y a la personne qui a un podcast de niche. Parce que plus ce podcast est de niche, plus les marques sont à même de mettre des budgets. Donc, je sais que par exemple, on a un podcast qui parle de RSE dans le domaine de l'entreprise et il y a une plateforme de RSE pour gérer donc tous les engagements écologiques et de réduction de l'impact carbone des entreprises, etc. Et donc, il y a peu de médias qui sont aussi spécialisés dans ce domaine-là. Ouais. Donc, la marque a un grand intérêt à mettre du budget sur ce podcast-là. Et donc, ce genre de podcast peut facturer des coûts par millier aux alentours de centaines d'euros du coup par millier, quoi. Et donc là, tout de suite, tu te rends compte que voilà, chaque mois, tu peux faire déjà plusieurs milliers d'euros en fonction de ton nombre d'écoutes. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui diversifient. Donc, qui ont un podcast, un blog, une newsletter, un deuxième podcast et qui diversifient un peu leurs offres. Donc, par exemple, je sais qu'il y a plusieurs podcasteurs qui créent des podcasts pour les marques. Donc là aussi, ça fait partie de la diversification dans le sens où tu te sers un petit peu de ton aura, du contenu que tu as déjà créé pour monétiser un service aux marques. Il y a ceux donc qui simplement créent plusieurs différentes interfaces. Donc là, quand je vais faire une campagne avec la marque, je vais pas juste monétiser 1000 écoutes sur mon podcast, je vais aussi monétiser 500 personnes qui sont abonnées à ma newsletter, je vais aussi monétiser les 2000 visites par mois sur mon blog. Et là, tout de suite, tu multiplies sur une même campagne ton revenu par 3. Et donc ça, c'est les trois façons, c'est les trois typologies un petit peu de créateurs qui arrivent à vivre de leur passion. Mais effectivement, c'est assez rare de voir quelqu'un avec un seul podcast de petite taille monétisé. C'est ça. Monétisé au point d'en vivre. Ouais. Justement, à partir de combien d'écoutes par mois on peut commencer à monétiser selon toi? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, je conseille d'avoir au moins 1 millier d'écoutes par mois. Pourquoi? Parce que dans le domaine du podcast, on fonctionne beaucoup au coup par millier. Donc déjà, de commencer à avoir une certaine communauté. Donc aussi 1000 pour toi, ça suffit? Alors 1000, c'est déjà un petit début. Je pense que c'est déjà bien. Mais on a déjà eu des personnes qui sont inscrites, qui sont dans des domaines très, très, très nichés, qui se sont inscrites, qui ont, 800 écoutes par mois et qui ont eu quand même des propositions de campagne. Oh, super intéressant. Parce qu'elles étaient dans des domaines extrêmement nichés. À savoir aujourd'hui, à l'époque, on voyait beaucoup des marques venir vers nous, il y a 2 ans, donc quand j'étais au tout début de la Oli. Les marques venaient et disaient est-ce que tu as Mathieu Stéphanie? Ah oui, c'était la rêve, quoi. Voilà. Elles voulaient juste travailler avec le gros podcast que tout le monde connaît, qui est une grosse communauté. Aujourd'hui, elles viennent plus me voir en me disant ok, j'ai un budget de 500 euros. Je parlais aux femmes entre 25-35 ans qui sont fans d'écologie, par exemple. Et donc là, tout de suite, elles cherchent moins des gros podcasts, mais elles se focusent plus sur le nombre d'écoutes en disant je veux que le plus de personnes possible aient accès à mon message et que le message soit le plus ciblé possible pour ces audiences-là. Donc vraiment que l'audience soit qualitative. Voilà, elles sont moins à la recherche du nom ou du nombre de followers, quoi. Elles sont plus aux recherches de la cible.
Donc il y a pour toi une meilleure compréhension peut-être du marché du podcast, des marques, de comment ça fonctionne, parce qu'effectivement le podcast c'est plus un outil de notoriété où on va, c'est assez compliqué de donner des chiffres dans le podcast, ça pèse pas toujours énormément dans la balance, alors que justement l'impact du podcast est beaucoup plus fort par exemple qu'une campagne télé qui va toucher 15 fois plus de personnes, mais qui au final... Totalement. Mais il y a déjà plusieurs chiffres qui existent. Notamment récemment, il y a eu l'étude d'Avas. Plus de 65% des auditeurs de podcast ont déjà acheté un produit découvert sur un podcast. Ouais, je crois que c'était énorme, tout à fait. Il y a déjà des chiffres qui peuvent être présentés aux marques. Je connais donc déjà personnellement, c'est aussi pour ça que j'ai commencé le projet et j'ai vu des témoignages autour de moi de personnes qui achetaient. Par contre, le retour souvent que les marques font, c'est qu'elles ne voient pas une conversion directe pendant la période publicité. Et là, je trouve qu'il y a absolument rien d'étonnant. On a fait quelques tests. Imagine un petit peu quelqu'un qui écoute un podcast. Ok, donc il est en train de, je sais pas, de marcher ou il est dans le métro. Il entend parler d'une marque hyper cool dans son domaine qui va lui changer la vie entre guillemets. Et on lui dit ok, donc voilà la marque et il y a un code promo qui est, je sais pas, qui te permet d'avoir moins 10%. Qu'est-ce que l'auditeur doit faire? Il doit sortir du podcast, il doit ouvrir son navigateur de recherche sur son téléphone, parce que souvent on écoute le podcast du téléphone. Il doit taper le nom de la marque, trouver dans les recherches Google le bon site. Il doit arriver sur le site, trouver peut-être le produit qui était placé dans le placement publicitaire, cliquer dessus, ajouter au panier, beaucoup trop d'étapes. Ensuite ajouter les codes promo. Et du coup, c'est normal que ça convertisse pas parce que le parcours utilisateur est long. À l'époque, Instagram, c'était pas une plateforme d'achat, mais Instagram a mis en place le swipe up, les liens, plein de choses comme ça qui ont permis aujourd'hui de très simplement, quand on voit une publicité, tout de suite l'acheter. Donc, on a fait des tests et un truc tout simple qu'on a fait, c'est de recommander aux créateurs, par exemple, de mettre dans la description du podcast ou des épisodes, le lien de la marque, parce que maintenant, il est cliquable depuis plusieurs types d'interfaces. Quelque chose aussi simple fait que quand tu dis à l'auditeur, clique sur le lien dans la description pour en savoir plus sur la marque, il y aura beaucoup plus de personnes qui seront à même, du coup, de cliquer, parce que sinon, moi, j'écoute, je me dis, ah, ça a l'air cool, je vais aller voir ça plus tard, quoi, parce que flemme de... la flemme. Mais c'est ça, dès que c'est un peu trop compliqué, de toute façon... Et en plus, le podcast, c'est... Bah tu vas le lancer, tu vas mettre ton téléphone dans ta poche, tu vas faire autre chose, tu vas... Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'écoute un podcast en faisant du vélo. Donc, c'est pas le moment pour... je vais pas m'arrêter du côté, sortir mon téléphone, noter le truc... Enfin... Ouais, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Mais ouais, carrément, il y a encore plein de choses à faire en tout cas. Mais l'idée, en tout cas de la monétisation, du sponsoring, et c'était ma question justement d'après, c'est quoi les avantages pour une marque de sponsoriser un podcast au final? Le fait de parler à une audience hyper ciblée, je sais qu'il y a plusieurs des marques qui sont sur Loudly qui n'ont pas d'autres alternatives pour parler à des audiences de leur domaine. Notamment, par exemple, les marques B2B. Il n'y a pas beaucoup de façons aujourd'hui, à part la publicité sur Facebook et Google Ads, de s'adresser à une audience hyper intéressée par ton sujet. Donc, si je suis un logiciel, je sais pas, sales ou marketing, je peux parler à des sales et des marketeurs. Donc, c'est assez cool. J'ai aussi des marques, par exemple, qui sont interdites de publicité sur les réseaux sociaux, comme les marques de top, des marques aussi liées à la sexualité. Il y a une marque de rééducation du périnée qui veut s'adresser aux mamans, mais elles n'ont pas le droit de faire des publicités sur les réseaux sociaux parce que normalement tout ce qui est sexuel est banni. Donc des publicités sur Instagram et Facebook. On connaît un petit peu Instagram avec ils sont forts dans ce domaine-là. Bannir un petit peu, voilà, censurer, voilà. Et du coup, il y a beaucoup de podcasts dans ces domaines-là qui peuvent leur permettre de s'exprimer librement. Donc déjà, il y a un gros intérêt en termes de ciblage pour les marques. Ensuite, il y a aussi un intérêt en termes donc comme on disait, de notoriété. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, plus de 70% des auditeurs de podcasts sont capables de citer les fonctionnalités de produits qu'ils ont entendus sur des podcasts. J'ai fait le test, je demande autour de moi, est-ce que tu te rappelles de publicités récentes que tu as entendues sur des podcasts? Tout de suite, il y en a plein. On me sort, ah ouais, le podcast de Mathieu Stéphanie, il a ça, le podcast de Lys, il parle de ça. Ah ouais, j'ai découvert la marque là. Et donc, tout de suite, les gens sont capables de citer plusieurs publicités qu'ils ont vues.
quand tu leur demandes de citer le nom d'une marque qu'ils ont vue récemment sur Instagram, tout de suite, c'est un petit peu plus compliqué, Ouais, quoi. Sans-moi le nom d'une marque que tu as vu en publicité sur Instagram. Donc, le fait que la publicité soit en audio augmente un petit peu l'aspect un petit peu cognitif, donc qui fait qu'on on se rappelle beaucoup plus du message et du nom de la marque. Ouais, tout à fait. Il y a un chiffre que j'ai trouvé récemment sur un site américain qui est que les publicités sur podcast sont 4 fois plus mémorables que les publicités display, justement à cause de cet aspect cognitif là. Et il y a peut-être le fait aussi que le message soit passé par l'host. Ouais. Je ne sais plus comment on dit en français, le présentateur du podcast, et que du coup c'est incarné par la personne qu'on suit, parce qu'en général on va écouter effectivement un podcast parce qu'il nous intéresse, mais on s'attache aussi au podcasteur, à la podcasteuse derrière ce podcast, et donc si cette personne recommande un produit, il y a cet effet un peu d'influence effectivement qui peut se mettre en place. Parce qu'on parlait effectivement de ROI, c'est vrai que c'est compliqué quand même de convaincre une marque sans retour sur investissement, sans lui donner des chiffres. Qu'est-ce que tu dis toi aux marques pour les convaincre de rejoindre? Alors on en a parlé là, globalement, mais est-ce que tu as des chiffres en particulier que tu leur proposes? Ouais, il y a déjà les chiffres dont j'ai parlé, et aussi donc on a l'avantage d'avoir eu déjà quelques campagnes, donc en général on peut aussi leur montrer les chiffres de campagnes précédentes pour les rassurer. Et de toute façon, la question, c'est qu'est-ce que tu as à perdre de parler à ton audience directement via un média qualitatif. Donc, sincèrement, aujourd'hui, il y a quelques diagonales un petit peu qui fonctionnent bien et où les marques n'ont aucun intérêt, du coup, à ne pas le faire. Il y a le côté B2B, il y a le côté maternité. J'en parlais aussi, tout ce qui est attrait un petit peu au corps, à la sexualité ou à la santé. Il y a plein de podcasts dans ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, pourquoi les marques, si je demande à une marque, donne-moi pourquoi tu n'aurais pas intérêt à communiquer là-dessus? Si je te montre justement que effectivement les gens achètent, il y a des preuves, il y a les chiffres qui montrent que les gens achètent des produits découverts sur podcast, que les gens se rappelleront beaucoup plus de tes publicités sur podcast que des publicités display que tu pourras faire sur Facebook Ads. Si tu leur montres tout ça, en général, elles ont à la fin un petit peu moins d'arguments et elles se rendent compte que ça fait sens. Voilà. Et du coup, en général, il leur suffit. Donc, il y a un petit peu ce côté-là avec les podcasts où moi, je sais que quand je fais une publicité sur Facebook ou sur Google, si ça marche bien sûr, je réinvestis tout de suite. Et quand ça marche pas, j'optimise tout à fait. ma publicité. Je continue, je cherche ce qui marche, je cherche un positionnement différent. Et donc, moi, j'ai un petit peu vu ça quelques fois que, voilà, une marque qui essaie de se lancer, qui a pas tout de suite un résultat positif, se dit le podcast ne fonctionne pas ou le podcast ne marche pas. Alors, c'est un petit peu dommage quand on est marketeur de penser comme ça. Et donc, on essaie un petit peu de les éduquer, de leur montrer les success stories du domaine, les marques qui réussissent bien dans ce domaine-là grâce aux publicités sur le podcast et autres. Donc, ça suffit en général. Par rapport à ça, donc déjà, est-ce que c'est toi qui vas aujourd'hui démarcher les marques? C'est toi qui les contactes ou c'est les marques qui viennent à toi aussi, qui te trouvent et qui ont envie de sponsoriser des podcasts? Comment ça fonctionne? Les deux. Les deux, ok. Les deux, ouais. Au début, je faisais beaucoup je contactais manuellement les marques. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de ce qu'on appelle inbound marketing, dans le sens où via la communication que je fais, etc., on a de plus en plus de marques qui viennent directement à nous. Et du coup, ouais, c'est quand même vachement positif. Donc là, le but, c'est un petit peu d'accélérer tout ça, de voir comment, parce que ça prend quand même beaucoup de temps de contacter les marques une par une, de les trouver. C'est pas toujours bien reçu. Parce que quand même, les cold d'email, ça embête quand même beaucoup de marques. Donc, le but là aujourd'hui pour moi, c'est de créer suffisamment de valeur pour les marques, les éduquer suffisamment aussi, de répondre le plus possible à leurs questions, qu'elles aient envie de se lancer, qu'elles viennent vers moi. D'accord. Quand elles sont prêtes. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui une marque peut passer à côté du phénomène podcast? Est-ce que c'est un effet de mode pour toi? Ou est-ce que aujourd'hui et demain, chaque marque va devoir passer par le podcast, que ce soit via du sponsoring, que ce soit via la création d'un podcast en marque blanche? Comment tu vois ça? Comment tu vois l'avenir pour les marques? Aux États-Unis, la moitié des Américains écoutent des podcasts. Donc, ce serait quand même super... j'avais pas débile, mais... Dommage. Ce serait quand même être aveugle de passer à côté d'un média que plus de 50% des personnes autour de toi écoutent
en tant que marque. Ça ferait pas sens. En France, on est à 1/3 en ce moment de podcasts, mais les podcasts natifs, c'est quand même beaucoup moins. Je crois que c'est environ la moitié des écoutes de podcasts. Donc 1/3 des Français et encore moins pour les podcasts natifs. Ouais. Donc ça se développe. Ça se développe petit à petit. En Europe, on n'est pas les premiers. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés sur le sujet. Mais de façon générale, plus il y aura de personnes qui écouteront le podcast, plus les marques vont s'y intéresser. C'est aussi simple que ça. C'est pas le média en lui-même. Les marques, elles vont suivre l'usage que les gens en font. Et donc, plus on montre effectivement, on crée des contenus de qualité, parce que moi aussi, c'est pour ça que je fais ce que je fais. J'aide les créateurs aussi à investir plus de temps et de moyens dans leur contenu pour améliorer la qualité, parce qu'au final aussi, ça va permettre d'avoir du meilleur contenu. Les auditeurs continueront à affluer. Et ce sera un petit peu, voilà, c'est un cercle vicieux, quoi. Ouais. Un cercle vicieux, un cercle vertueux. Voilà. C'est intéressant. Et toi-même, tu es podcasteuse ou pas encore? Alors non, je ne suis pas podcasteuse. Je suis marketeuse. Pas encore, voilà. Je pense que ça demande quand même une patience dont je manque malheureusement beaucoup. Je suis pas patiente du tout. Et bon, ça me sert beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais je pense que voilà, passer beaucoup de temps à régler le son, c'est un petit peu aussi le souci du détail, et sincèrement, j'en manque un petit peu, mais j'aurais bien aimé avoir cette capacité. Mais je me dis, je me sers de mon talent de marketeuse pour aider les podcasteurs, parce qu'au final, c'est un petit peu ce que tu disais au début, beaucoup de podcasteurs ne sont pas des marketeurs, et du coup, ils ont du mal un petit peu à communiquer avec les marketeurs, parce que du coup, c'est l'équipe marketing qui investit dans un podcast, donc il faut savoir lui parler, faut savoir répondre à leurs inquiétudes, à leurs questions. Et vu que j'ai bossé dans le marketing, je sais un petit peu comment les budgets sont votés, comment voilà, les KPI et les chiffres qu'ils attendent. Et donc voilà, je suis un petit peu... je fais de la traduction entre les deux domaines un petit peu. Et il y a besoin. Voilà, il y a un gros besoin. Super. Bah, écoute, on arrive à la fin de l'interview. Du coup, une des questions que j'aime bien poser, c'est quel est le conseil que tu donnerais à un podcasteur, justement, pour, tu parlais d'améliorer la qualité de son podcast, donc ça peut être pour améliorer cette qualité, ou quelqu'un qui veut, justement, un podcasteur ou une podcasteuse, qui veut monétiser son podcast via Loudly, par exemple, ou via du sponsoring, ou en tout cas qui veut monétiser son podcast. Je voulais en donner qu'un, mais je pense que je vais en donner peut-être deux. Oui. Il y a une erreur qui est un peu courante, c'est que par exemple en s'inscrivant sur la plateforme, un créateur va mettre je parle aux hommes et aux femmes de 18 à 90 ans. Je parle à tout le monde. Les marques ne sont pas à la recherche souvent de profils aussi polyvalents. Donc, une marque a toujours un objectif en tête. Elle veut parler plus à des hommes, plus à des femmes, même pour des produits mixtes. Souvent, on voit même pour les voitures, ce sera plus tendance homme, femme, voilà. Je suis assez surprise parfois, mais c'est toujours assez genré, où il y a vraiment des typologies en termes d'âge et des styles précises. Et donc, n'aie pas peur de limiter ou de montrer que tu parles qu'à une audience précise. Ne te dis pas que ça va te faire passer à côté d'opportunités, parce qu'au contraire, tu vas attirer des marques qui sont vraiment intéressées par ton audience. Et donc, voilà, ne mens pas à ce sujet-là, n'exagère pas, sois honnête et essaie de montrer le plus possible, de te positionner sur une cible précise. Déjà, quand tu essaies de monétiser. Parce que quand on parle à tout le monde, on parle à personne. À personne, voilà, tout à fait. Et ça, c'est le côté marketing aussi. C'est ça, exactement. La deuxième chose, peut-être que je veux dire, c'est il faut jeter le syndrome de l'imposteur à la poubelle, parce qu'il est quand même bien existant dans le domaine de la création de contenu en général. Et donc, ne te dis pas que tu n'es pas assez prêt, ou que tu n'as pas assez de followers, ou tu n'as pas assez, que ce que tu fais n'est pas assez bien pour tenter de monétiser. Essaie, renseigne-toi, essaie. Tant que tu te sens prêt et que tu es prêt à faire quelque chose qui va plaire à ta communauté et leur apporter de la valeur, fonce. Voilà. Super. Bon, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci pour tes réponses à cette interview. Où est-ce qu'on te retrouve, du coup, comment est-ce qu'on fait pour suivre donc toi déjà?
tes aventures et Loudly peut-être. On peut me suivre sur LinkedIn. On peut suivre un petit peu mes aventures perso. Marie-Ange connaît. Et sinon, pour le reste, donc c'est sur Loudly. Donc loud, Loud.li. Super. Et ben super, merci beaucoup Marie-Ange. Et puis je te dis du coup à très bientôt. Merci Anastasia. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Le sujet de la monétisation est vaste et nous n'en sommes qu'au début. Mais grâce à des outils comme ceux mis en place par Marie-Ange, nous, créateurs de contenu, nous avons une chance de pouvoir vivre de notre podcast ou simplement pouvoir rentabiliser nos investissements et notre temps. Je ne sais pas vous, mais moi, je fonce directement sur le site pour m'y inscrire. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez aider le podcast, vous pouvez partager cet épisode autour de vous à un maximum de personnes ou vous pouvez également noter ce podcast en me laissant 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast et surtout en me laissant un avis à ce moment-là sur Apple Podcast uniquement. Je me ferai un plaisir de lire cet avis dans un prochain épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. À bientôt!